Cet été, le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui. Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe, dépassé dans tout ce mesure, sur chacune des mesures. C'est la raison pour laquelle je dis que 49 à c'est-à-dire quelle juste part de l'effort national. Ce qu'on oublie tout au long de ces débats. Copie budgétaire. Est-ce que vous avez des questions en vous présentant chaque fois? Tout à fait. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Léonard Attal pour TF1 et LCI. Comment comptez-vous tout simplement obtenir la confiance de la représentation nationale sans modifier, si on a bien compris, votre copie budgétaire que vous avez présentée le 15 juillet? Est-ce que par exemple, vous êtes prêt d'ici le 8 septembre à faire un geste à la fois à destination des oppositions mais aussi des Français en par exemple renonçant à la suppression de 2 jours fériés? C'est à la fois pour les oppositions et pour les Français visiblement la mesure la plus impopulaire. Je vous remercie. Peut-être vous ne m'avez pas bien écouté. Je pense que la situation aujourd'hui, elle nous impose d'agir en 2 étapes. La première étape pour clarifier les choses, c'est qu'on se mette d'accord sur la gravité de la situation et sur l'urgence. Parce que je vous le dis du fond de ce que je vois, s'il n'y a pas cet accord minimal, ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Il y a des moments où on a besoin de voir la situation quand la maison brûle ou quand on est sur le point de subir un naufrage. Il faut accepter de voir la situation. Il y a un grand nombre d'intervenants dans le débat qui s'expriment comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a un problème majeur. La question est de savoir si nous sommes d'accord pour accepter la définition de cette question. Et après, il y a les mesures. Et les mesures, elles ne sont pas imposées, jamais. Les mesures, elles sont proposées, discutées et adoptées dans une double délibération, partenaires sociaux pour les mesures sociales et parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Personne n'impose des décisions toutes faites ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. J'ai dit que toutes les mesures étaient discutables. Je l'ai dit dès le 15 juillet. Toutes les mesures sont discutables, toutes sont amendables. Après, le gouvernement prend ses responsabilités. Il dit oui, on peut avancer, ou bien je considère qu'on ne peut pas avancer, auquel cas la discussion parlementaire prend le pas. Mais la question principale, c'est de savoir si oui ou non nous sommes d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose de grave pour la France, auquel toutes les majorités ont participé sur ces 20 dernières années. Et ce quelque chose de grave, il impose que les décideurs, gouvernants, parlementaires et citoyens au fond, prennent les décisions sans atermoiement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et s'il n'y a pas d'accord possible, alors je considère que l'action est impossible, c'est inatteignable, comme on le voit ces dernières semaines. Les débats sur toutes les mesures, celles que vous évoquez et d'autres, ces débats, ils se déroulent comme si nous avions le choix de ne rien faire. Et beaucoup de Français pensent qu'en effet, c'est pas si grave que ça. Moi, je dis avec vous et devant vous, il est impossible d'écarter cette question sauf à trahir notre pays. Et ça se paiera très vite et très cher. Et donc, première étape, est-ce que nous sommes d'accord pour considérer que nous avons devant nous un problème d'urgence vitale? Et moi, je pense que la lucidité
peut l'emporter. J'ai pas entendu. Ce n'est pas le cas, vous partirez sans regret. C'est pas partir sans regret. La Constitution est extrêmement simple. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Thomas Soulier pour Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis quelques jours, on entend vos ministres dire si on tombe au mois d'octobre, ça sera le chaos financier, économique, peut-être social. Et vous-même, vous parlez de falaise ou d'Himalaya depuis des mois maintenant. En convoquant cette session extraordinaire et en l'avançant au 8 septembre, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'avancer ce chaos, de déstabiliser les marchés financiers, de déstabiliser le monde politique et finalement d'avoir plutôt que prévu les effets néfastes d'une censure du gouvernement? Merci. Monsieur, c'est simple. Le risque, c'est la seule condition pour que les Français prennent conscience. On a réfléchi beaucoup pendant le courant de l'été. J'ai réfléchi beaucoup. Président de la République, on a réfléchi beaucoup. Et vous avez vu pendant tout le courant de l'été s'effacer la question de la gravité de la situation pour n'avoir plus que des discussions sur les mesures. Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque. Mais le risque supérieur, le risque suprême, c'est de ne rien faire. Le risque suprême, c'est de laisser se décomposer le débat public, la situation, de voir des affrontements, des gens qui disent on va tout bloquer, et au fond des gens qui pensent que c'est pas si grave que ça. Monsieur, c'est grave. Je peux pas le dire mieux. Et je vous signale que j'ai, depuis des mois, dit publiquement, si quelqu'un pense que c'est pas grave, qu'il vienne défendre cette position. Je n'ai vu personne défendre cette position. Personne. Aucun expert, aucun. Des gens qui ont dit on va pas assez loin. On voit la difficulté. Des gens qui ont dit peut-être on va trop loin. Mais personne n'a dit la situation n'est pas grave. Est-ce que les Français en ont pris conscience? Jusqu'à maintenant, à mon avis, pas tout à fait encore. Plus exactement, ils considèrent que peut-être c'est grave, mais c'est pour les autres. Pour les étrangers, dit un courant d'opinion. Pour les riches, dit un autre courant d'opinion. Or, je ne crois à aucune de ces solutions simplistes. Je pense qu'il faut la justice. Et il faut travailler cet équilibre de justice. Je pense qu'il faut que tout le monde sache que tout le monde va participer. Et c'est mon engagement. Mais rien faire, choisir de ne rien faire, c'est une condamnation. Et c'est cela que je ne laisse pas faire. En prenant des risques, parce que c'est le moyen que les Français comprennent que c'est grave. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Hugo Capelli pour BFM TV. On a bien entendu que vous avez votre feuille de route, que le 8 septembre, vous l'aviez évoqué avec le Président de la République avant de faire cette annonce. Comment est-ce que d'ici le 8 septembre, vous comptez convaincre les autres formations politiques? Est-ce que vous comptez donc sur les voix, par exemple, du Rassemblement national et de Marine Le Pen pour rester à votre poste? Est-ce que vous allez recevoir Marine Le Pen ou encore Olivier Faure et le Parti socialiste? Votre survie dépend d'eux aussi aujourd'hui. Notre survie dépend de chacun des parlementaires français. Notre survie ne dépend pas d'étiquette. Elle dépend du vote de chacun des parlementaires français. Et j'ai toujours refusé, on me l'a reproché, de faire des différences entre les parlementaires. Je pense que ils sont d'une égale dignité. Et je suis persuadé que tout le monde va réfléchir. En tout cas, c'est fait pour ça. Et s'il faut recevoir tous les groupes parlementaires, je suis évidemment prêt à les recevoir.
mais je ne suis pas prêt à abandonner la logique, la cohérence et l'efficacité de ce que nous avons proposé devant les Français. Parce que c'est une question de survie de notre État, de l'image de notre nation et de chacune des familles. Bonjour Audrey Tison, France Info, la radio. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un point de procédure? Est-ce que vous activez bien le 49.1 de la Constitution? Et autre question, toujours sur ce que vous allez proposer le 8 septembre. Est-ce que vous recherchez un moment Mendes France? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu kamikaze? Je vais au-devant, je demande tout de suite la confiance pour pouvoir être tranquille cet automne. Madame, vous avez sur vos antennes pendant des mois, expliquer que mon but était de ne rien faire et que le seul but qui était le mien était de durer. Précisément sur votre antenne. Et sur les autres aussi, je vous rassure. Mais comme je vous ai écouté, que j'étais là pour durer. Pour rester envers et contre tout sans rien faire. Vous vous souvenez d'avoir défendu cette thèse? Oui, j'écoute, hein, je suis un auditeur. Et donc, vous avez défendu ça. Alors aujourd'hui, vous dites, mais vous prenez un risque, est-ce que c'est pas imprudent? L'image que vous présentiez il y a quelques semaines est contradictoire avec l'idée d'un risque qui serait imprudent. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où seule une prise de risque réfléchie peut vous permettre d'échapper au plus grave. Puis vous dites Mendes France. Moi, je trouve que Mendes France a été pour notre pays quelqu'un qui a honoré le débat public et la conscience civique. Donc, ce n'est pas un si mauvais exemple. Pardon? Il avait duré 8 mois. Oui, ça veut dire que j'ai duré plus longtemps. Et le 49.1? Oui, bien sûr, c'est le 49.1. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Martin Baumer, France Info, France Télévisions. Vous répétez que le débat doit se faire autour de la gravité de la situation et uniquement autour de la gravité de cette situation. Ne craignez-vous pas, avec ce vote de confiance, que le débat ne tourne qu'autour de votre personne, pour ou contre François Bayrou? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je m'efface? Bon. Je vais vous dire, quand vous êtes engagé, quand vous êtes un citoyen engagé, et quand vous êtes un homme public, vous êtes là pour prendre vos responsabilités, pas pour vous échapper. Pas pour dire, c'est pas moi, c'est les autres. Vous êtes là pour vous adressant à vos compatriotes. Vous êtes là pour dire, voilà ce que je crois de plus profond. Et c'est peut-être parce que depuis trop de décennies, on a essayé d'échapper aux responsabilités. En choisissant les accommodements, les atermoiements, les compromis excessifs, et en fuyant la vérité, qu'on se trouve dans la situation où on est aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je dis là, je le dis depuis 20 ans. Parce qu'il n'y a pas d'issue à cette situation si nous ne sommes pas courageux. Et depuis le premier jour de mon engagement, j'ai essayé que les Français soient assurés qu'on ne s'échapperait pas. Olivier Bost, RTL. Monsieur le Premier ministre, vous demandez un vote de confiance à l'Assemblée nationale pour qu'ensuite des discussions s'engagent sur les mesures et vous dites que toutes ces mesures sont amendables. Prendrez-vous l'engagement de ne pas recourir pour faire adopter ensuite votre budget au 49.3, c'est-à-dire quelque part pour respecter le résultat des discussions?
Je pense que ce n'est pas une idée absurde. C'est très difficile. Il est tout à fait possible que ce soit une idée qui n'est pas soutenable dans le débat. Mais, au fond de moi, il y a en effet depuis longtemps l'idée que l'épreuve de vérité du débat, on pourrait le développer sans 49.3. Il y a des moments où on ne peut pas y échapper. Mais c'est en tout cas, oui, une idée qui ne m'est pas étrangère. Bonjour Monsieur le Ça Premier vous embouche un coin. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Anthony Cortés à l'Humanité. Le mouvement Bloquons tout comme l'intersyndicale revendique davantage de justice sociale et fiscale. Avant l'été, un rapport sénatorial a chiffré le versement des aides d'entreprise à 211 milliards d'euros par an. En 3 décennies, les 500 Français les plus riches ont vu leur fortune être multipliée par 14. Vous avez parlé vous-même d'une juste contribution des plus privilégiés. Alors ma question est simple. Comment comptez-vous mettre à contribution les entreprises et, dans un souci de justice fiscale, les plus fortunés? Alors j'ai lu attentivement le rapport du Sénat. Quand j'avais des élèves autrefois, je disais « faut pas additionner les carottes et les sèche-cheveux ». Il y a beaucoup d'additions de choses totalement étrangères les unes aux autres. Par exemple, on additionne des aides directes et des prêts. Et c'est pas la même chose. Mais j'ai dit dès le 15 juillet, ces 211 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je sais pourquoi il a été donné souvent aux entreprises. J'ai cité tout à l'heure comme exemple la baisse des charges sociales pour les salariés les moins qualifiés, les moins près de l'emploi. Et ces aides-là, elles ont permis que des centaines de milliers de salariés entrent dans l'entreprise et dans l'emploi. Mais je suis persuadé qu'il y a en effet des réglages à faire en baissant ces sommes et en donnant en contrepartie plus de simplification. Et on a lancé ça, plus de possibilités d'action. Je pense que très souvent, les subventions, elles viennent compenser des charges que les simplifications apportent. Vous avez vu comme moi le rapport de ce grand institut européen qui dit les normes en France, le poids des normes, alors qu'ils représentent dans tous les pays qui nous entourent entre 0,5 et 0,8% de freinage, entre guillemets, de l'économie. En France, c'est 4%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère reprendre des aides et donner plus de simplicité et plus de facilité d'action pour les entreprises. Ça, c'est une piste. Quant à la contribution des plus favorisés, c'est une question que j'ai posée le 15 juillet et que je veux traiter avec les commissions parlementaires lorsque le débat sera ouvert. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Jacques Plaquet du Journal du Grand Paris. Ne pensez-vous pas dans le tableau que vous décrivez qu'il y a aussi une urgence que vous n'avez pas citée, qui est la réforme de l'État et puis celle des collectivités territoriales dans une région que je couvre, l'Île-de-France, qui bat le record de strates et dans laquelle l'État ne s'est pas désengagé. Je sais que c'est un sujet qui vous suivez. Et puis une petite question, vous avez évoqué d'une phrase, c'est la situation du logement. Pas tant celle des promoteurs, mais celle du logement. Vous avez cité nos enfants qui demain ne trouveront pas, qui déjà ne trouvent pas de logement pour vivre et pour étudier. Alors vous avez complètement raison sur cette deuxième question. La ministre du Logement était retenue dans son département d'origine pour une manifestation. Je suis absolument certain que nous avons à renouveler la politique du logement. Et elle aussi. Et c'est un engagement que je prends, bien sûr. Quant à la première question, la réforme de l'État, nous avons commencé avec la réorganisation de l'État local, où toutes les structures qui portent l'action de l'État vont être soumises à un coordinateur pour donner de la cohérence et de la clarté, qui est le préfet. Et ça a été décidé, ça traînait depuis 10 ans, nous l'avons décidé, le ministre de l'Intérieur,
est là. Nous l'avons décidé, nous avons pris le décret, et les aménagements législatifs nécessaires vont être examinés à l'automne. Quant aux collectivités locales, à la complexité, alors, la complexité que vous décrivez en Île-de-France, je suis prêt à signer en bas de la page. Je ne sais pas si on sera d'accord sur les solutions, mais le labyrinthe et le dédale des structures imbriquées les unes dans les autres en forme de poupées russes, je suis d'accord absolument avec vous. Je pense que ça nuit à l'efficacité, ça nuit à la lisibilité et ça coûte très cher. Mais vous observerez que nous avons déjà pris une décision importante, qui est désormais à Paris, Lyon et Marseille, les électeurs pourront élire leur maire. Ce qui n'est pas un petit changement, n'est-ce pas? Et je rappelle simplement que tout le monde pensait que nous n'y arriverions pas, que nous y est arrivé. Monsieur le Premier ministre, Frédéric Aziza, Radio J. En cas de censure le 8 septembre, vous l'avez... C'est pas une censure. Si votre gouvernement, en cas de vote négatif, tombera. On a du mal à penser qu'un nouveau Premier ministre, issu du socle commun, puisse présenter un budget différent du vôtre. Alors la logique, est-ce qu'elle serait que celui qui vous succède soit issu des oppositions ou d'aller vers de nouvelles élections, vers une dissolution? C'est une décision qui appartient au président de la République. J'ai cru entendre dire, comme ça, par des bruits qui me paraissent fondés, que le président de la République a dit que la dissolution, il avait déjà essayé. Et qu'il en concluait que ça ne clarifie pas nécessairement les choses. Si vous voulez me faire dire que nous avons en effet des progrès à faire, par exemple du point de vue du mode de scrutin, je vous donne pleinement raison. Est-ce que j'aperçois une réforme du mode de scrutin possible à court terme? Ma réponse est oui. Il faut convaincre encore une partie des responsables politiques et des mouvements politiques. Mais j'ai déjà évoqué l'idée que, après tout, le référendum pourrait permettre de trancher cette question sans que les forces politiques soient en explosion, ce que je souhaite éviter de toutes mes forces. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais... Bonjour Monsieur le Premier ministre, Douni Ataniou, journaliste politique pour CNews. Ce vote de confiance intervient le 8 septembre. Vous avez parlé de cette mobilisation du 10 septembre. Est-ce qu'il y a une crainte, puisque la gauche parle de victoire, est-ce qu'il y avait une crainte de votre part de cette mobilisation? Pas du tout. Vous m'accorderez que ces questions, je les développe, je les traite depuis très longtemps. Je les ai développés au mois d'avril, je les ai développés au mois de juillet, et je ne me laisse pas distraire par telle ou telle mobilisation où les Français ont le droit de manifester. Mais nous avons le devoir d'avancer. Et donc c'est cette avancée-là qui est intéressante. J'ai cru comprendre qu'il y avait des responsables politiques qui demandaient à corps et à cri une session extraordinaire. J'ai cru comprendre ça. Vous voyez que même entre gens qui ne pensent pas du tout la même chose, on peut arriver à des conclusions semblables. Je pense qu'il est capital de montrer aux Français que nous sommes capables de dépasser les antagonismes qui perpétuellement nous rendent impuissants pour se mettre d'accord au moins sur un diagnostic. Et sans cet accord minimal, la réussite est impossible. Voilà ce que je crois. C'est fini. Eh bien, je suis très content qu'on ait passé ce moment ensemble. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes pour la censure de Bayrou?
Dites-moi, n'hésitez pas. François Bayrou s'est donc adressé 1 heure durant à la presse et surtout aux Français. Voilà, et il a donné pas. aux Français un rendez-vous Dites-moi et dans on les va commentaires, le j'ai besoin de commenter, votre avis l'analyser dans pour cette savoir. édition Moi, je suis spéciale. pour. C'est le 8 septembre prochain. Il Voilà. Et prononcera on une va déclaration envisager de de faire un politique générale événement, mais pas sur sur les BFM finances TV. publiques, sur la maîtrise de nos On va finances. faire un C'est débat entre moi l'enjeu et qui met Ander notre pays en grand sur ça. danger parce qu'il est au Voilà. bord du Vraiment, surendettement. j'envisage. Et si on ne le suit pas, Voilà. eh bien, ce sera la chute du gouvernement de Et François dites-moi Bayrou. tout On ça réécoute ce et moment. voilà. Cette clarification, pour moi, elle est urgente.